Alors, il y a encore quelqu'un. Bon, les gens vont arriver petit à petit, donc moi je propose Ok. qu'on commence. D'accord, bah, avec plaisir. Donc, merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on accueille Carole pour une vidéoconférence. Alors, c'est une première pour nous deux On fait un vœu. de la faire en direct. Donc, on a peur de rien. Il y a des personnes qui sont un peu plus, comment on dit, un peu plus, qui ont plus de facilité Oui. avec la technologie que d'autres. Mais là, on est vraiment toutes contentes de vous accueillir cet après-midi. Je vais laisser Carole se présenter, juste quelques informations pratiques. Donc, je vous ai mis en mode muet pour le démarrage de la conférence, uniquement par souci de ne pas avoir des bruits parasites. Mais par contre, Carole va vous parler du sujet du jour, donc les schémas répétitifs et l'hypnose. Et puis après, il y aura tout un temps pour des questions-réponses. Et si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer vos questions. Je vois que par conversation, mais on peut reprendre en questions-réponses à la fin de ton exposé, Carole, hein. Tout à fait. Oui, oui. C'est Alors, parfait comme ça. Donc bonjour, alors c'est une première pour moi. Merci à vous d'être là, merci de votre confiance, bah, à vous qui êtes en direct là, et puis à ceux qui écouteront en différé plus tard. Merci à Valérie et à Jean-Baptiste de la confiance aussi, de cette aventure qu'on continue. Alors, on avait décidé de faire ce Zoom en direct cette fois et j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me semble super important pour se comprendre nous, les êtres humains et comment nous fonctionnons. Mais d'abord, je me présente en deux mots pour les gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Donc, dans la vie, je suis hypnothérapeute. Hein, j'accompagne et je soigne les gens. Je travaille beaucoup sur des pathologies assez lourdes, assez graves, notamment la sclérose en plaques, des gens qui ont des cancers ou des maladies auto-immunes, mais je travaille sur la perte de poids, l'anorexie, la boulimie, les addictions, toutes, la phobie, allergie. Le champ est assez vaste que l'on peut traiter grâce à l'hypnose. On aura l'occasion d'en parler plus. Et puis j'enseigne, hein, j'enseigne l'hypnose, donc chez Humanéo, et aussi des journées d'auto-hypnose. Donc ça c'est et dans mon travail d'hypnothérapeute, j'ai peut-être une spécificité. Il y a peut-être une patte et une manière de faire que je fais presque depuis le début. Et je me souviens qu'on se moquait pas mal de moi quand j'étais en cours. J'étais à l'école d'hypnose qui s'appelle l'IFHE, hein, l'Institut français d'hypnose ericksonienne, qui est dans le 15e. Et à l'époque, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on me faisait toujours le signe de couper avec. Il y avait Édouard Romain d'Argent, vous savez, avec les ciseaux et tout, parce que vous allez voir, je coupe les liens. Peut-être ma spécificité, c'est de couper les liens fusionnels et on va voir ça, on va comprendre ça. Mais pour démarrer, peut-être au commencement, quand je reçois quelqu'un, un patient, ce qu'on commence par faire, et ce que j'apprends à mes élèves, hein, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une anamnèse. Le mot anamnèse est utilisé par les médecins. Une anamnèse, ça veut dire un entretien, ça veut dire un échange, une discussion, évidemment pour connaître la personne. Et moi, cette anamnèse, je la fais en transgénérationnel. C'est-à-dire que je vais m'intéresser. Alors, je fais de cette manière-là. Donc, je l'ai fait de façon très schématique, mais je fais comme ça exactement, sur plus haut. Oui. Donc, je fais un cercle. Et dans ce cercle, vous voyez, je mets deux petites croix. Ce cercle, ça représente le papa et la maman, hein, de mon patient. Et en haut, c'est le patient. Par exemple, mon patient, il a un frère, une sœur. Ils sont trois enfants, supposons, et j'ai entouré, il est le premier ou le deuxième, le second, le cadet, on dit, ou le troisième. Donc, j'ai mon patient dans sa fratrie, son papa, sa maman. Et la première question que je vais poser, c'est que je demande je me marque toujours entre 0 et 7 ans. Et vous allez voir que c'est l'âge clé. C'est dans la vie d'un être humain, entre 0 et 7 ans, où tout se joue, où tout se forge et se destine. Alors, ma première question, c'est est-ce que dans le papa
et maman, en fait, entre les 0 et 7 ans du patient, est-ce qu'il y a une entente? Est-ce que le couple, il y a du respect, de l'amour, de la bienveillance, en tout cas du respect mutuel? Donc, de toute façon, c'est assez binaire. Est-ce que c'est OK à ce moment-là ou est-ce que c'est pas OK? Donc, il y a un peu que deux solutions, voire ça peut être médiocre. Alors, moi, je fais un petit signe et on va partir du principe, par exemple, que c'est OK, d'accord? Ça se passe bien, donc je mets égal. Entre les deux, je mets simplement égal. Entre 0 et 7 ans, il y a de l'amour et 7 ans et 12 ans, je continue, je demande toujours entre 7 et 12 ans et ça continue, par exemple, d'aller bien. Le couple est OK, il y a de l'harmonie et du respect mutuel. Alors, dans ces cas-là, on va supposer, on va se dire, tiens, dans la vie de mon patient qui vient me voir aujourd'hui, à l'âge qu'il a, il est adulte, et moi, ça va me donner je vais savoir ce qui se passe dans la vie de mon patient. Parce que ce qui aura été forgé entre 0 et 7 ans, vous allez me dire, là, je suis partie du principe que ça va bien, d'accord, qu'il y a de l'amour et du respect mutuel. Alors, vous allez me dire, dans la vie de mon patient, il va avoir une vie affective et une vie amoureuse. OK, super bien. Alors, oui, et non. Et là, c'est 50-50. C'est vraiment 50-50. Je vais vous marquer. Donc, je fais les signes. Je fais égal ou je fais différent quand ça ne marche pas. Eh bien, en fait, ça va être du 50-50. Ou bien, il a de la chance et il va avoir une vie amoureuse agréable, réussie et comblée et d'entrée de jeu. Il va rencontrer la bonne personne. Ou bien, ça va être une sorte de fiasco et de bérésina totale. Donc, c'est vraiment l'un sur l'autre. Et pourquoi ce serait un fiasco, une bérésina et tout, vous allez me dire, alors qu'il a eu un schéma et un modèle idyllique et parfait? Eh bien, tout simplement parce que c'est tellement idéalisé, parce que en fait, oui, il y a une espèce d'idéalisation qui se fait, qui fait que ça ne sera jamais assez bien, jamais aussi bien que, mais ça, c'est inconscient. Mais on va prendre l'autre cas de figure, par exemple, et toujours on demande aux patients 0-7 ans comment c'était le papa et la maman, comment était l'entente, est-ce qu'il y avait des conflits, des difficultés relationnelles, ou même il peut y avoir de la violence verbale ou physique, hein, je demande tout ça. Et on suppose que le couple ne s'est jamais entendu. Ça n'allait pas dès la naissance de l'enfant, puis qu'ils ont fini par exemple par se séparer aux 3 ou 4 ans de votre patient. Donc là, je fais un signe que ça ne va pas, je fais différent, vous voyez. Donc ça veut dire que ça ne va pas, entre 0 et 7 ans, ça ne va pas du tout. Puis après, je marquerai que par exemple, le couple s'est séparé. Alors, dans ce cas-là, vous allez me dire, si on revient au patient d'aujourd'hui, à l'âge qu'il a, dans la vie qu'il a au jour d'aujourd'hui, eh bien là, mon patient, ça va être sûr à 100% qu'il aura une vie affective complexe, difficilement réalisée, difficilement épanouie. Donc, et là, quand c'est difficile, bon, je fais pareil différent et je mets par exemple, voilà, il a eu plusieurs histoires qui n'ont pas abouti, des divorces, des séparations, etc., etc. Donc en fait, selon ce qui s'est passé et ce qui a été vécu et engrammé par l'inconscient entre les 0 et 7 ans, il va y avoir une reproduction de ce schéma. Donc ça veut dire que, je reprends, donc 0-7 ans, c'était fluide, c'était harmonieux, c'était bien. Alors on a une chance sur deux pour que le patient ait une vie affective heureuse. Et si ça n'a pas été entre 0 et 7 ans, que déjà les parents ne s'entendaient pas, le patient, à 100%, sa vie affective, elle va être complexe à réaliser. Ça va être compliqué. Donc, je sais qu'une fois, on m'avait calculé, parce que ce n'est pas mon fort, qu'il n'y avait que 25% de chances, finalement, que ça fonctionne. Parce que, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais vous faire un petit schéma. Donc, j'écris, il y a le mode inconscient et il y a le mode conscient. Évidemment que si on a en fait engrammé, si on avait un papa qui, par exemple, papa qui boit et qui est un peu violent, qui devient agressif et violent, évidemment que votre patient, si c'est une femme, elle va pas consciemment avoir envie de reproduire ce schéma. Elle va pas vouloir d'un mari ou d'un copain, un compagnon qui va être violent, agressif et avoir une addiction, quelle qu'elle soit. C'est pas obligatoirement la même, mais avoir un terrain addictif, on va dire. Ça, c'est sûr que consciemment, on n'est pas maso et elle n'en veut pas. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se produire dans sa vie? Eh bien, c'est qu'on va recréer, on va refaire la même chose. Parce que l'inconscient, lui, c'est la seule chose qu'il connaît. C'est le modèle qu'il a imprimé et imprégné.
Donc en fait, il y a une forme, je pourrais appeler ça, et je trouve que le terme est assez important, de loyauté. Et vous verrez que cette loyauté familiale, elle va super loin. Mais si je continue sur ce sujet, donc ça veut dire qu'on ne s'autorise pas, mais inconsciemment, à avoir une vie amoureuse, une vie affective, mieux, meilleure que là d'où l'on vient, que ce qu'on a connu, d'accord? Consciemment, enfin, je veux dire inconsciemment plutôt, on ne va pas s'autoriser à avoir une vie amoureuse et affective bien mieux que là d'où on vient, que le schéma qu'on a connu. Ça, c'est ce qui est engrammé. Et socialement, ça c'est important aussi, donc dans sa vie, alors si je peux faire des flèches, par exemple, on ne va pas s'autoriser, donc ni dans sa vie amoureuse, ni dans sa vie affective, dans sa vie sociale, par exemple, à aller très très haut, très loin par rapport à là d'où l'on vient. Si par exemple le papa a eu des déboires, des faillites, des difficultés dans sa vie professionnelle, sociale, s'il y avait les huissiers qui venaient, s'il a perdu son job, été viré, si ça a galéré sévèrement, très probablement, le patient que vous aurez, il aura des difficultés, il sera viré, ses boîtes fermeront, couleront, enfin, il aura des difficultés aussi. Il y a une forme de loyauté complètement inconsciente, hein, on est bien d'accord, qui se met en place et on ne s'autorise pas à avoir une vie amoureuse, affective, mieux et meilleure, et on ne s'autorise pas tellement non plus avoir une vie sociale et professionnelle qui dépasse de beaucoup ses pairs, P-A-I-R-S, hein. Un petit peu, on peut être un peu au-dessus, un petit peu, parce que ça, c'est autorisé, c'est un peu convenu, on a comme ça, quand on a des enfants, on les élève, on veut qu'ils fassent des études, des bonnes études brillantes pour qu'ils aient une belle vie, une bonne vie. Ça, c'est un peu dans l'inconscient collectif, on s'est autorisé. Donc, on peut aller un peu au-dessus, mais pas énormément, immensément, beaucoup plus haut, avoir une réussite spectaculaire. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup dans le showbiz. Évidemment qu'il y a des gens qui ont des réussites magnifiques et spectaculaires, et fort heureusement, parce qu'ils sont doués, ils sont brillants, ils ont un talent, un don, que sais-je. Mais très souvent aussi, on verra que ces gens-là, ils vont s'auto-détruire, soit ils vont picoler, se shooter, être dépressifs, ou d'une manière ou d'une autre, s'auto-saboter. Et c'est une forme de culpabilité qu'on a dépassé de beaucoup ses pairs et là d'où l'on vient. Alors, moi, je dis comme ça d'une manière un peu cynique et un peu cash, je dis que ce schéma, ce que je vous expliquais, c'est l'art de mariner dans son jus. Okay, que l'être humain, bah, il marine dans son jus. Comme je vous l'ai expliqué, sa vie affective et sentimentale, sa vie sociale. Mais en fait, ça porte un nom un peu savant qui s'appelle l'homéostasie. Homéostasie, c'est comme homéopathie, ça s'écrit avec un H. Et l'homéostasie, moi que je traduis par l'art de mariner dans son jus, en fait, c'est beaucoup plus joli que ça, c'est un mot de biologie qui signifie l'équilibre dans son milieu. Et en fait, donc l'être humain est mu par cette homéostasie. On reste un petit peu dans ce qui a été engrammé comme un buvard dans notre inconscient entre 0,7 ans, 7 ans, 12 ans. Alors j'espère que je suis claire, hein, vous me poserez toutes les questions que vous voulez. Je vous donne des illustrations à ça. Je vous donne plein d'exemples. Alors dans ma patientèle, dans les gens que je rencontre, dans la vie en fait, ce qui est étonnant, une fois j'ai rencontré un truc assez rare, c'est j'avais une patiente dont le papa était pasteur. Vous savez, les pasteurs se marient, ont des enfants. Bon, c'est pas banal d'être pasteur. Et puis, elle devait se dire, et elle se disait comme tout, quand elle était jeune et tout, bon, les pasteurs, c'est un peu rasoir, c'est un peu moralisateur, un petit peu chiant, machin et tout. Et elle a épousé, pas du tout ça, quoi. Elle a épousé un rugbyman professionnel. Ok, d'accord. Mais vous savez bien qu'une carrière professionnelle de rugbyman, c'est éphémère, ça dure pas très longtemps. Et je vous le donne dans le mille, il est devenu quoi, ce rugbyman? Quand il a fini sa carrière, il est devenu pasteur, comme papa. Hein, par exemple, là, c'était l'exemple le plus frappant et parlant, je trouve. Mais une fois, alors j'ai travaillé un moment du côté de Perpignan, en fait. À Banyuls, exactement. À Banyuls, il y avait beaucoup de gens qui étaient marins, qui étaient pêcheurs. Et en fait, j'avais une patiente, et alors, évidemment, le papa pêcheur sur un chalut, etc., etc. Et je lui dis, vous avez épousé un pêcheur? Elle dit, ah non, 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 surtout pas. Je dis, alors, il fait quoi, votre mari? Et alors, elle me dit, les mécaniciens.
Et puis c'était un samedi, elle venait me voir en costume. Je dis, il est où là en ce moment? Elle me dit, sur le chalut de papa. Il faisait de la mécanique sur le chalut du papa. Par exemple, c'est des petites anecdotes. Et j'ai des choses, en ce moment, je donne une formation à Paris et j'ai par exemple alors si elle m'écoute, je lui fais un petit coucou, j'ai Nicole qui fait du Reiki, qui vit dans la région de Vichy. Et Nicole, elle a eu un parcours de vie, elle a tenu plusieurs librairies. Elle a 4 enfants, elle a eu 4 enfants, et à 40 ans tout rond, alors comme on dit âge de transition, eh bien Nicole a perdu le papa de ses enfants, son mari, brusquement. Donc elle s'est retrouvée veuve, et bon après elle a accouché, elle a rebondi, elle s'est remariée, etc. Et donc je vous dis, elle a 4 enfants, et l'aînée, c'est une fille. Et en fait, Caroline, qui vit à Paris, etc., l'aînée de ses filles, à 40 ans, eh bien, l'aînée de ses filles était mariée, avait un mari, avait un premier enfant, était enceinte d'un deuxième, et à 40 ans, a perdu très brusquement d'un cancer foudroyant son mari. Vous voyez le schéma répétitif qui s'est passé là, vraiment au même âge, exactement au même âge. Où là, je suis en train de marcher l'après-midi. Alors, j'ai des amis de confinement, hein, je ne devrais pas dire ça, mais on se voit en rando, on fait la même petite balade tous les jours. Et j'ai un monsieur dans le même style. Son papa avait été très gravement malade, avait eu une maladie très, très grave à 50 ans. C'est souvent dans les âges de transition. Hein. Ce que j'appelle âge de transition, c'est les dizaines, hein, 40, 50, 60, mais moins 1 plus 2. D'accord? Donc, c'est 39 jusqu'à 42. Et pareil, de 49 à 52, etc. etc. Donc, et lui, alors lui, il m'a expliqué, il a une vie un peu, il a travaillé pour Shell, il était dans plein de pays d'Afrique, et à 50 ans, il a développé aussi un cancer des sinus assez grave, dont il s'est sorti très bien, etc. Mais il y a des schémas répétitifs comme ça, en transgénérationnel, qui sont extrêmement, extrêmement forts. Alors, souvent, quand je raconte ça, qui est très parlant, hein, parce que, alors, souvent, je fais un deuxième, je vais vous attraper la feuille, je fais un deuxième schéma, donc il y a les ronds avec le côté, voilà, les parents, papa, maman, du côté de mon patient, et puis je fais 2 cercles avec les grands-parents, d'accord? Comme ça, j'ai le transgénérationnel. Je ne sais pas si on voit, enfin, c'est simplement des cercles et des croix, mais je demande sur 2 générations. C'est intéressant sur 2 générations, parce qu'on se rend compte de plein de choses et de plein de schémas qui se répètent. Et notamment, ce qu'on peut aussi assez facilement repérer, c'est le nombre d'enfants. Par exemple, la fratrie et le nombre d'enfants. On peut voir combien il y a eu d'enfants, chez les grands-parents, combien ils ont eu d'enfants, les uns, les autres, les parents, combien, et hop, on en déduit le nombre d'enfants. Sachant que dans le nombre d'enfants, il faut compter toujours les avortements et les fausses couches. Ça compte aussi comme un enfant, parce que s'il y a eu 4 enfants effectifs et que votre patient peut avoir seulement 2 enfants ou 1, mais il faut après demander si la personne a eu des avortements et des fausses couches. Parfois les gens savent ou ne veulent pas dire, mais ça compte. On arrive comme ça à repérer vraiment des schémas en transgénérationnel et des répétitions qui sont très très marquées et marquantes, très fortes. Alors, il y a un petit côté, souvent ça plombe un peu les gens et ça plombe le moral quand j'explique ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il y a une forme de fatalité, que c'est inéluctable, que forcément on aura la même tuile, le même truc, on va... Et heureusement que non. Heureusement que non, parce que quand on a conscientisé, quand on sait comment ça marche, quand on sait qu'on répète, on a une tendance à répéter en transgénérationnel. Donc, moi, quand j'ai des patients parfois qui viennent avec des maladies, des pathologies assez lourdes, quelles qu'elles soient, et qui ont vu des fois tous les experts, qui ont fait le tour de tout et tout, ben, je prends le problème différemment. Je leur demande déjà à quel âge ils ont déclenché la maladie, le problème, la pathologie, l'addiction ou la maladie. À quel âge ils l'ont déclenché? Et je demande si dans la vie du papa ou de la maman, ok, est-ce qu'un des parents a eu une tuile, pas forcément la même, pas forcément une pathologie ou une addiction, mais est-ce qu'il y a eu une grosse tuile, un gros problème dans la vie du papa ou dans la vie de la maman, qui serait à un âge assez proche. C'est pas forcément pile poil 40, hein, comme je vous ai raconté.
Bon, là, c'était marquant parce que mais ça peut être à quelques années près, d'accord? Mais je vais, et très souvent, je pose cette question et bingo, il y a quelque chose qui s'est passé. Des grosses tuiles de la vie, des deuils, vous savez, des accidents, perdre son emploi, des ruines, des faillites, ou maladies graves ou autres. Hein, c'est ce que j'appelle grosses tuiles de la vie. Et très souvent, en fait, votre patient va avoir déclenché sa maladie, sa pathologie, son addiction, à peu près en résonance, pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête, pour que ça cesse, ou en amont, pour que ça n'arrive pas? Eh bien, on va couper. C'est pour ça qu'on va couper les liens. On va couper. Moi, je dis que ce sont des liens fusionnels. Des liens fusionnels inconscients, on est bien d'accord. Et que la personne soit vivante ou décédée. Ça, c'est super important. Ça ne change pas. Le lien fusionnel, la fusion existe, que la personne soit en vie ou non. Alors, on va défaire, on va comme détricoter, couper ce lien fusionnel inconscient. Ça, c'est moi, thérapeute, qui vais le faire. Et tout simplement, en hypnose, on a une technique qui est simple, hein, qui s'appelle soit la technique de deuil, qui s'appelle couper les liens fusionnels, ou technique de deuil, et qui est quelque chose de très soft et qui fait pas mal. Et que les gens soient donc décédés, on le fait, ou qu'ils soient vivants. Et bien entendu, s'ils sont vivants, ça va pas les tuer. Hein, c'est pas du tout, c'est même quelque chose de plutôt assez joli, assez poétique, comme une métaphore où la personne part sur un chemin et se fond dans la lumière, la luminosité. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement doux et qui ne peut faire aucun mal, bien au contraire. Et même si la personne est encore en vie, souvent ça va bonifier, ça va apaiser et améliorer la qualité de la relation. Hein, c'est souvent très très bon et très bénéfique. Donc moi, je coupe les liens. Et pour moi, en fait, alors j'ai envie de dire que ça n'engage que moi, mais c'est mon système de croyance, c'est ce qui fait que dans ma pratique, ça marche, hein, mais pour moi, par exemple, toute addiction, mais au sens large, genre une addiction à la nourriture, ok, au sucre, une addiction qui est fumée, qui est picoler, boire, qui est se droguer, ou la pornographie, les jeux vidéo, les achats compulsifs, enfin j'en passe. Toute addiction est une fusion non défusionnée, une fusion inconsciente comme ça. Alors moi, dans l'anamnèse, ce que je fais, c'est que je cherche et je recherche avec qui, en fait, avec qui il y a cette fusion. Est-ce que c'est papa ou maman? Mais ça peut être les grands-parents, hein, parce que ils ont parfois un rôle extrêmement important, ou une grand frère, grande sœur qui a été important dans la vie du patient. Je ne le dis pas, je ne l'exprime pas, mais moi, si je prends autant de temps et je prends 30 à 45 minutes pour faire une anamnèse en transgénérationnel, je vais chercher et rechercher avec qui, quels parents, grands-parents ou sœurs ou frères, il y a cette fusion très forte, ce lien fusionnel inconscient. Et je vais le couper. Et comme je vous ai dit, ça ne va pas couper l'amour entre les gens, ça va au contraire même le bonifier et tout ça, et ça va rien, parce que ça peut être amour ou désamour, vous savez, la haine, parce que des fois les gens ont souffert de l'absence, de l'abandon, du manque, la haine et l'amour c'est très ténu en fait, hein. Mais donc je cherche ce lien très très fort, je le coupe symboliquement, mais il faut pas le faire, il faut le faire une fois, ça c'est sûr, mais il faut même pas le faire seulement une fois. Je le fais dans par exemple des cas d'obésité morbide, où il y a souvent aussi dans les cas d'obésité morbide, des choses comme ça, il y a des loyautés familiales très souvent. Dans des addictions très fortes, quelles qu'elles soient, l'anorexie, tout ça, c'est vraiment des fusions qu'il faut défusionner, des liens qu'il faut couper. Donc, je le fais par 3 fois. Il faut le faire par 3 fois. Je le fais une fois donc en hypnose ericksonienne, de cette manière très, très douce et très soft, très métaphorique, comme je vous disais. Je pratique moi l'hypnose humaniste, qui est une magnifique façon de faire l'hypnose, tout en symbolique. C'est proche du chamanisme. C'est en symbolique, c'est-à-dire comme un rêve éveillé guidé. C'est très beau, c'est très puissant, très efficace. Je le fais souvent en ericksonien, en humaniste et de nouveau en ericksonien. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, voire même peut-être un petit devoir à faire, je vais le détailler un peu plus, c'est que j'utilise un outil extraordinaire, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Peut-être que certains vous connaissez déjà. Les bonshommes allumettes de Jacques Martel, c'est extrêmement facile, extrêmement simple. Alors moi, vous savez que j'ai un blog et une chaîne YouTube que je fais depuis, moi qui suis une techno-analphabète, j'ai ça depuis au moins 13 ans. C'était pas du tout à la mode à l'époque, des centaines de vidéos. Mais si vous allez sur mon blog
et que vous allez dans rechercher, hein, parce que comme il y a beaucoup de vidéos, vous tapez technique des bons hommes allumettes, alors vous verrez une vidéo qui est faite en Bretagne, là, chez moi, dans un magnifique endroit, et je l'explique. J'essaye de l'expliquer bien, clairement, pédagogiquement, parce que c'est vraiment simple. Et vous prenez un papier, et c'est tout simplement ces bons hommes allumettes qu'on dessinait quand on était à la maternelle, vous savez. Et on va dessiner un petit bonhomme ou une petite bonne femme, ce sera soi, ce sera nous, et la personne avec qui on peut couper le lien, d'accord? Bien sûr qu'on peut soi-même, et symboliquement, c'est un travail en symbolique, ça. Mais le travail en symbolique, il est tip-top, il est vraiment très puissant, très efficace, j'adore. Et en fait, donc là, on peut couper avec son papa, avec sa maman, avec des ex-copains, copines, bien sûr, avec des personnes qui vous empoisonnent la vie et qui peuvent être toxiques. Mais sachez aussi, et ça c'est hyper intéressant, qu'on coupe avec des concepts. On peut couper une maladie, une addiction. Et moi, ce que je vous conseille et ce que je fais faire aussi assez souvent, alors quand c'est un concept, on ne dessine pas un petit bonhomme allumette, on dessine un rectangle. Donc vous dessinez toujours vous, donc la personne allumette, et vous verrez, on nomme. Donc vous mettez, moi je mettrai Carole Jean, on marque en dessous son nom, son prénom. Et si on dessine une personne, bah, on dessine le bonhomme ou la bonne femme et on marque évidemment le nom de la personne, prénom et nom. Mais quand c'est un concept, on dessine un rectangle, il faut nommer. C'est important de nommer avec quoi on va couper. Et je vous conseille, vous pouvez couper avec qui vous voulez autour de vous. Ça, c'est vous connaissez, vous savez, vous pouvez le faire. Ça ne fera aucun mal aux gens. Mais ce que j'aime bien faire, je dis toujours, je veux nettoyer. Moi, je veux toujours nettoyer. Je passe un coup de Karcher, je veux un terrain propre. On peut couper avec un concept, donc un rectangle, et que vous nommez mes vies antérieures, ok, responsable, par exemple, de mon problème d'ici. Alors, comme je ne sais pas si vous avez un problème spécifique, mais mon problème ou de mon addiction au sucre, par exemple, dans cette vie-ci, ou de mon problème d'anorexie ou de boulimie, dans cette vie, vous pouvez nommer s'il y a un problème, mais on peut nettoyer et couper avec, et comme on ne les connaît pas, vous marquez mes vies antérieures, responsable de mes difficultés dans cette vie-ci. Et vous coupez, et alors si on coupe vraiment avec des ciseaux, on déchire le papier, hein, c'est vraiment symbolique, et on dit une phrase qu'on répète 3 fois. Et la phrase que je fais dire, moi, c'est pour ça qu'il faut mieux regarder sur mon blog, vous verrez, est un tout petit peu différente de ce que fait dire Jacques Martel, qui est lui le créateur de cet exercice fabuleux. Et parce que moi je suis très cash et très direct. Et moi, je fais dire comme ça, je coupe maintenant définitivement tous les liens conscients et inconscients qui nous unissent. Et ça, 3 fois. Vous dites cette phrase 3 fois en coupant, vous n'allez pas trop vite quand vous coupez, ou en déchirant le papier. D'accord ? Et vous savez, il faut toujours tout faire par 3. C'est pour ça que je fais prononcer cette phrase. Donc, je coupe maintenant définitivement tous les liens conscients et inconscients qui nous unissent. Donc, sous-entendu, aux vies antérieures, à la pathologie, à la personne, selon ce que vous avez choisi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et j'aime bien qu'on le fasse 3 fois. Vous savez, le cerveau, pour intégrer, on dit engrammer une information, pour apprendre quelque chose, le cerveau, on doit répéter 3 fois, à 3 reprises. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire 3 fois dans la foulée. Non, faites-le bien, j'ai envie de dire, faites-le en pleine conscience. Vous le faites une fois, vous posez, puis quand vous êtes prêt à un autre moment, vous le refaites. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ça, c'est un autre moyen, j'ai envie de dire très concret, dans la matière, de couper les liens fusionnels et de stopper et d'arrêter ces schémas répétitifs. Et quand on couper les liens, vous avez compris que ça stoppe tout de suite une addiction. Une anorexie, quand on l'a coupé, enfin quand je dis coupé, ça peut être tronçonné, hein, donc par 3 fois au moins. Ça libère les gens. Couper les liens, c'est les faire déployer leurs ailes, mener leur vie, être autonome, libre, heureux et mener la vie qui est la leur avec leurs rêves à eux et pas ceux prisonniers, vous voyez, inconsciemment de là d'où on vient. Couper les liens, c'est une délivrance, une libération, une renaissance. C'est magnifique. Voilà, je voudrais surtout que vous compreniez ça, que ce message passe bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez peut-être des questions?
Oui, bah, alors moi, je reprends un peu le micro, mais enfin, pour moi, c'est clair, c'est pas la première fois que j'en entends Ouais, parler. oui. Mhm. Je peux activer les micros de tout le monde Oui. et puis voir du coup qui aurait envie de prendre la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que vous avez bien compris? Oui, oui. Oui, Ouais, oui, franchement, très, très clair. Très bluffant, je trouve. en fait, c'est très petit, j'ai envie de dire presque, c'est simple parce que la technique, elle est simple, elle est jolie, la technique en hypnose, mais c'est puissant, c'est puissamment libérateur. Mais je vous redis que parfois, il faut le faire, je dis toujours, il faut tronçonner, il faut le faire parfois à 3 reprises. Hein, une fois dans les choses un peu balèzes, un peu lourdes et graves, et faut alors, j'entends même une langue étrange. C'est Jana, c'est ça? Non, je pense pas, je sais pas. Je croyais que je la reconnaissais. J'ai remis sur muet parce qu'on entendait Oui, trop. parce que sinon, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Si vous avez vraiment des... Enfin, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions, vous pouvez soit les écrire. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser la méthode de Jacques Martel en qualité de prescription de tâches à Ben oui, réaliser oui, après, oui. ouais. Ah Et oui, pas moi je obligé de faire en ouais, séance. On n'est pas je obligé de suis faire en fière de mon séance. élève. Hein. T'es jamais venu chez moi à Paris. Hein. Je le fais pas en séance, Aubin. Je le fais jamais en séance parce que ça prend quand même un peu de temps. C'est pas long, faut pas exagérer. Mais moi, tu sais, je garde déjà les gens 2 heures en séance. Donc, honnêtement, je le fais pas, sauf si jamais il y avait, enfin, mais c'est très rare que je le fasse en direct avec eux. Je leur demande de le faire parce que c'est très facile. C'est quand même très simple, très facile. Je leur en parle, je leur explique, ils regardent la vidéo et ils le font. Et généralement, les gens le font, tu vois, les gens suivent vachement. Et c'est important, les prescriptions de tâches, c'est hyper important. Et plus je crois je vieillis et plus j'ai de l'expérience, il faut savoir que Erickson, il donnait quasiment que des prescriptions. Il faisait très peu d'hypnose. Il faisait la 5e fois, il faisait de l'hypnose et il donnait que des prescriptions. Et c'était un génie. Il y a un autre monsieur que j'admire beaucoup qui s'appelle Jodorowsky, bon, il est très âgé maintenant, et il appelle ça des actes psychomagiques. J'adore le nom. Et en fait, c'est la même chose. Donc en fait, en prescription, je trouve qu'il n'y a pas mieux. C'est top de les donner en prescription. Ouais, tu donnes le Jacques Martel. Moi, je le fais énormément, énormément. C'est pour ça que là, j'ai voulu en parler. Et donc, toi, du coup, ta valeur ajoutée, tu vas aller faire de l'hypnose. Et tu viendras apprendre avec moi. Hein, j'ai dit à ton papa, tu viendras et moi, je t'apprendrai. Et parce que toi, tu feras la technique. Là, j'ai vu qu'il y avait Triche, tout ça, qui est là, c'est une de mes élèves que j'adore et tout. Alors, après, moi, je vous apprends, cette technique n'est pas difficile. Et ça, c'est ta valeur ajoutée. Ça, toi, tu fais de l'hypnose, tu mets les gens en état modifié de conscience et tu fais cette technique-là. En ericksonien, tu fais cette technique-là après en humaniste. Tu vois, ça, c'est ta valeur ajoutée. Mais en eux, plus de la métaphore de deuil et de séparation, de fusion, en fait, dans l'état de transe. tu utilises une métaphore, c'est Oui, ça? oui. Tu utilises une métaphore, ouais. Moi, j'utilise une technique. Autant j'utilise beaucoup de métaphores parce que c'est fabuleux, j'en utilise beaucoup. Mais pour ce qui est de couper les liens, il y a une technique qui est très simple. Je pourrais te la transmettre. Et il faudrait faut que tu viennes. Faut que tu viennes Oui, oui. Juste pour les personnes qui ne sont pas encore tes élèves, les prescriptions, donc c'est des petits devoirs que tu donnes à faire à tes patients chez eux pendant le traitement entre les différentes séances. Ah oui, 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 merci de l'avoir retraduit. Oui, oui. Et ce que je disais, ces prescriptions, ces petits devoirs, ils sont super importants. Dans la guérison, si vous voulez des résultats, après, moi, je forme toutes sortes de gens. J'ai beaucoup de magnétiseurs, de gens qui font du répit, enfin, plein de gens. Et je leur dis, donnez des prescriptions. Hein. C'est ce que je disais. Les prescriptions, Jacques Martel, c'est top. Hein. C'est vraiment un exercice. Ça a l'air tout naïf, tout simple, mais vraiment, c'est hyper efficace. Ok. Juste, merci Carole. Alors, on a un commentaire de Anne-Sophie que tu connais et qui dit qu'elle a utilisé la technique des bonshommes allumettes et que, voilà, que tu es génial, que son fils, grâce à toi, n'a plus d'allergie lait et gluten.
Et C'est donc, vrai, elle ça te va mieux. remercie. Et Ah, merci, aussi pour sa merci. maman aussi. Donc, Mais voilà. oui, c'est une famille merveilleuse, ils sont merveilleux. Merci pour sa gratitude. Ça me fait plaisir qu'ils aillent bien, bien, bien. Mais ils ont bien fait les prescriptions, ils ont bien fait tout, ils sont ouverts et réceptifs, ils suivent et du coup, ça marche super bien. Et moi, j'avais une question par rapport au fait justement de connaître les détails. C'est toujours mieux si on peut connaître les détails de sa lignée parentale, mais si Oui. on ne les connaît pas, est-ce que c'est Oui, important? en fait, ou bien sûr qu'il y a des choses qu'on ignore, parce qu'on ne sait pas toujours ce que les grands-parents ont fait, la vie des grands-parents, ou même, et ce qui est une chose assez importante, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est que souvent ça ressort à 3 générations. Supposons un truc pas très rigolo, mais quand il y a une arrière-grand-mère, par exemple, si la grand-mère a été victime d'un viol, une grand-mère a été victime d'un viol, eh bien c'est pas sa fille, mais c'est la petite fille, okay, 3 générations, qui aura beaucoup plus de stigmates, beaucoup plus de difficultés, par exemple, dans sa relation amoureuse, sexuelle avec les hommes. Il y a souvent ça, et c'est vrai dans beaucoup de choses. Et on avait eu l'occasion de parler, toi et moi, de l'asthme. Hein, par exemple, l'asthme, c'est souvent la marque, le marquage. Parce qu'il y a des bébés qui naissent avec de l'asthme, ce qui est complètement incroyable, un bébé qui… Ça c'est vraiment le marquage, justement, de quelque chose qui vient souvent 3 générations en amont. Et c'est pour ça on peut couper. Puis après, il y a le problème des enfants, et Anne-Sophie, et des enfants adoptés, par exemple, où on ne connaît pas les parents biologiques. Mais de toute manière, après, tout dépend de… Quand il y a adoption, moi, de toute façon, c'est le 0-7 ans et 7 ans, 12 ans qui est vraiment fondement, les fondateurs. Hein. Ça, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est ça. Donc qui a été présent dans ces âges-là, dans cette tranche d'âge-là. Et il y a 2 choses, et c'est pour ça que ce que je vous recommandais de faire comme ça, c'est de nettoyer vos vies antérieures, hein, en coupant avec les bons hommes allumettes, en faisant ce rectangle, le concept, et c'était de nettoyer avec mes vies antérieures qui sont responsables qu'aujourd'hui j'ai des difficultés dans cette vie-ci. Ça peut, je peux vous donner des exemples pour savoir, pour que ça se soit bien clair pour vous. Par exemple, j'ai vu une patiente. J'avais vu une patiente en Belgique justement, juste avant le confinement, et elle m'a dit que donc on travaillait sur le poids, il y a un problème d'obésité, de surpoids, on travaillait bien, et puis on a su qu'on allait avoir ce problème de confinement et tout ça quand j'étais en Belgique. Et là, elle m'a dit qu'elle a été prise d'une panique, mais d'une panique irrépressible. Elle est allée au supermarché, elle a frénétiquement rempli le caddie, mais rempli de tout, à ras-bord, et elle s'est jetée, elle, sur les barres chocolatées, et elle m'a dit qu'elle en a mangé 7 d'un coup. Enfin, alors en plus, 7, on serait tous malades, non, mais bon. Et elle ne pouvait pas s'empêcher. Et ça, c'était une pulsion comme ça. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit que ça, cette pulsion comme ça, c'est par exemple, vous voyez, c'est certainement que dans une vie, c'est une réminiscence, on sait qu'on va être enfermé, qu'il va y avoir confinement, elle a été prise d'une angoisse terrible et irrépressible, ça c'est certainement une réminiscence que dans une vie antérieure, elle a dû manquer, il y a dû avoir famine et manque. Et du coup, hop, elle a fait ça. Donc, comme on n'en a pas la certitude, après, pour être sûr, moi, je travaille avec quelqu'un qui a accès aux vies antérieures. Donc, je lui demande. Mais moi, perso, je n'ai pas les infos comme ça. Mais en fait, on peut faire quand même ce nettoyage. On se dit, tiens, il y a un truc là, il y a un truc qui n'est pas net. Et c'est que dans une vie antérieure, certainement, il y a eu des problèmes de faim et de famine qui font que, eh ben, il y a stockage dans cette vie-ci. Donc, on va nettoyer ça. Comme ça, on est sûr. Ça, c'est vrai beaucoup aussi sur des problèmes liés à l'abondance et à la chasteté. Et il y a des vœux, souvent, des vœux qui ont été passés lors de vies antérieures et qui font que dans cette vie-ci, les gens ont des problématiques liées à ça. Je ne sais pas si ça vous parle les uns les autres. Oui, oui. Alors, après, on va voir s'il y a encore d'autres questions. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer par écrit, dans la conversation, ou alors par prendre la parole. Moi, j'en ai encore une. Oui. Ah, attends. C'est Maïté qui nous demande vœux de chasteté et de pauvreté. Ça me parle beaucoup. Oui, c'est très fréquent, Maïté.
vérité. C'est très. Alors après, je vais vous faire parce que j'ai des gens, des femmes comme des hommes et des femmes. Alors j'ai une denrée. Je fais rire toujours en disant j'ai une denrée assez rare par nos jours, mais je ne sais. J'ai des vierges, des gens qui n'ont pas. Mais ça se soigne très bien. Ça c'est typique. C'est typique que dans des vies antérieures, les personnes ont été religieux, religieuses ou autres, et ont émis de tels vœux, qui fait que ça les empoisonne dans cette vie-ci. Donc il faut couper avec ça de la même manière. C'est pour ça que c'est intéressant de faire cet exercice. Et avec la pauvreté, c'est la même chose. Il y a eu des vœux de pauvreté, de chasteté qui ont été faits parce que dans des vies précédentes, les personnes étaient religieuses, étaient ermites, vous voyez, des choses comme ça. Et ça pourrit dans cette vie-ci, ça pose problématique. Mais on peut le faire sauter, on peut le lever comme ça. Tant mieux si ça résonne. Et c'est assez fréquent. Et alors, il y a des vœux, des choses des fois très étonnantes. Il y a des vœux de, je ne sais pas comment nommer ça, mais c'est de revendication. Vous voyez, j'ai eu un monsieur au téléphone ce matin et il me disait qu'il avait un souci de justice. Vous savez, il y a des justiciers. Et il veut toujours rendre justice et tout, mais un Robin des Bois. Mais quand c'est très fort, et alors j'ai des gens qui vont, par exemple, ne pas se contenir, et se fâcher et tout parce qu'ils ont un tel souci d'équité, de justice. Et c'est des vœux des fois une forme de rébellion comme ça. C'est ceux qui vont, c'est la lutte et qui vont voilà. Alors ils se fâchent avec tout le monde, quoi. C'est pas des mauvaises personnes, mais des fois ils se fâchent à droite à gauche dans leur entourage, ça leur pourrit l'existence. Ils me racontent ça. Ça fait que des fois à 3h du matin ils se retrouvent foutus à la porte alors qu'ils devaient dormir chez des amis. Enfin des trucs. Et ça aussi, c'est des vœux passés dans de revendications, des choses comme ça, on peut appeler ça comme ça. Alors, Maïté qui rajoute qu'elle se répète aussi plusieurs fois par jour, qu'elle se libère de ses vœux. Après, quand on fait une séance, peut-être avec quelqu'un comme toi ou un autre thérapeute, c'est plus, comme tu aimes bien dire, un bon coup de Karcher. Peut-être que parfois, c'est aussi bien d'être accompagné, mais… Les deux, voilà, il faut faire les deux, ceinture et bretelles. C'est bien si elle a fait, il faut bien qu'elle fasse les bons hommes allumettes avec le concept des vies antérieures. Se dire un mantra, ça je vais faire un zoom demain sur comment fabriquer je suis libre, je suis libérée, je m'autorise à avoir une belle vie, ma vie, un joli mantra comme ça, qu'elle se répète, ça c'est impeccable. Et puis oui, on peut faire en plus une séance avec l'inconscient, le coup de Karcher. Mais tout ça est parfait, c'est bien. Alors, je ne sais pas comment toi tu prononçais, parce que moi je suis néerlandophone aussi, donc c'est Trécieux. C'est comme ça qu'on dit normalement. Tu veux pas prendre la parole plutôt? Elle a envoyé sa question par écrit. Elle demande est-ce qu'il faut faire le nettoyage plusieurs fois avec la personne avec qui tu travailles en parallèle? Attends, le nettoyage doit-il être fait plusieurs fois par la personne avec qui tu travailles en parallèle? Alors attends, quand tu veux dire le nettoyer, donc couper les liens, alors il y a deux choses, il y a couper les liens, donc toi, moi thérapeute, quand j'ai un patient qui a une grosse, forte problématique, tu vois, d'addiction au sucre ou que sais-je, donc moi je le fais 3 fois, minimum syndical, comme je dis toujours, tu sais, 3 fois, ericksonien, humaniste, re-ericksonien, et lui, ton patient, en prescription de tâches, comme vous avez compris, tu lui fais faire les bons allumettes et tu lui fais faire 3 fois aussi. Mais pas 3 fois d'affilée parce que si c'est vite fait, mal fait, tu sais, ça sert à rien. 3 fois en espace-temps quand il veut, mais en conscience, bien fait, quoi. Et normalement, mais oui, il y a besoin de le faire quand c'est lourd, quand les pathologies sont fortes, quand les addictions sont fortes, une obésité, il y a des choses, il faut le faire plusieurs fois. Ah oui. J'espère que ça a répondu à ta question. Ouais, j'avais bien compris. Attends, parce que donc là, du coup, il faut remettre le micro. Je vais le mettre. Voilà, c'est bon. Oui, bonjour Carole. J'ai plaisir. Je ne m'attendais pas à ce que les caméras soient activées. Je ne suis pas maquillée. Ouais, c'est bien.
C'est chouette, la technologie. Hein. En fait, ma question était plutôt sur le nettoyage des vies antérieures. Est-ce qu'il faut faire appel à une personne? Donc, tu fais appel à une personne extérieure, c'est ça? Alors, oui et non, ça dépend. Tu vois, quand je ne fais pas appel à quelqu'un d'extérieur, ton patient, il le fait lui-même, ou tu le fais avec lui si tu as le temps, si tu veux, tu l'accompagnes, et tu fais comme j'ai expliqué. Tu fais les bons hommes allumettes, mais tu fais avec le concept, et tu appelles ça, tu restes vague, parce que tu ne vas pas savoir précisément, tu vois, tu ne vas pas avoir l'info. Tu vois, je ne fais pas toujours appel à quelqu'un pour avoir l'info précise, savoir s'il était ermite ou religieux ou il a crevé de faim, tu vois, il y a eu une famine ou ils étaient inquisiteurs, machin. Si tu veux vraiment les infos, bon, bah ça j'ai quelqu'un et je pourrais te filer ses coordonnées. Mais sinon, tu le fais sans mettre, tu dis, sans spécifier mes vies antérieures, responsable donc du problème que tu nommes, hein, parce que toi tu le sais, dans cette vie-ci. Tu la formulation mes vies antérieures, parce qu'on ne sait pas si c'est une ou plein, hein, parce que des fois il y en a plusieurs, responsable du problème, donc de l'obésité, responsable de, je sais pas, des pulsions, hein, dans cette vie-ci, puisqu'évidemment ce qui nous intéresse nous, c'est de régler le problème dans cette vie-ci. Et ça tu lui fais, au moins tu lui expliques, il le fait lui-même, ou tu l'accompagnes, et tu le fais 3 fois. Moi, j'aime bien toujours travailler sur 3, tu te rappelles, hein, parce que tu sais bien que notre cerveau, comment on est fabriqué, nous les humains, il faut 3 fois. Il faut plus des fois, hein, mais il faut au moins 3 fois pour qu'on engramme. C'est pour ça que je fais toujours par 3 fois. Oui. Très bien, merci. Oui, je t'en prie. Succès à toi. Bonne chance. Moi, j'avais une question encore, Carole. Un petit peu, il vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant que parent pour déconstruire des loyautés que nos enfants pourraient construire par rapport à nous? Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, il y en a toujours des loyautés. Il y en aura toujours, oui. Il y en a, parce que l'être humain, et c'est pour ça que je voulais vraiment cette homéostasie, ce mot-là, en fait, faut pas s'en vouloir, on n'est pas bête, on n'est pas dingo d'aller refaire des schémas, on n'est pas maso, non, c'est constitutif de l'être humain, donc on ne va pas se blâmer. Donc, ça marche comme ça, hein, on marche comme ça. Donc, mais oui, mais je trouve que couper des liens, tu vois, alors évidemment, si toi, tu étais hypnothérapeute, bah, ce serait un peu idiot. Enfin, tu vois, évidemment, c'est malvenu que toi-même, tu coupes avec ton fils, tu vois, que tu lui fasses couper les liens avec toi. Mais par exemple, tu demanderais à quelqu'un d'autre. Mais je trouve que couper les liens en hypnose, et comme avec les bons hommes allumettes aussi, de toute manière, c'est libérateur. De toute manière, couper les liens, c'est... je sais pas, c'est comme vivre, renaître, mais tout le temps, quel que soit l'âge. C'est quelque chose, je dis toujours à mes élèves, parce que des fois, c'est juste que je leur fais faire beaucoup de techniques, je mets beaucoup de bout à bout. Moi, je suis assez courageuse, je leur fais faire un nettoyage profond. La méthode s'appelle Rossi Carole, avec double lévitation des bras, ça va parler à Triche. Donc, je leur fais faire un Rossi Carole, par exemple, une technique qui s'appelle un recadrage s'il y a des addictions à ce que tu veux, au sucre ou à ce que tu veux. Et je fais couper les liens. Et je leur dis toujours, je coupe toujours les liens. Perso, je coupe toujours les liens. Même s'ils viennent pour une allergie au poil de chat ou pour une phobie de l'avion, ok, je coupe les liens fusionnels. C'est pas très compliqué, je vous ai dit, c'est pas très... Et parce que pour moi, c'est de toute manière libérateur, bienfaiteur. Parce qu'on en sort mieux, quoi. On en sort soi-même. C'est leur donner l'autorisation de vivre leur vie, leurs rêves. Oui, ça fait toujours du bien. Oui. Oui. Ben voilà. De toute façon, on fait tout le temps du mieux qu'on peut. Hein. Ben oui. Oui. Et puis sinon, il n'y aurait rien à travailler. Ça ne serait pas très rigolo non plus. Oui, on est fabriqué comme ça. Mais autant qu'on comprenne, c'est bien d'avoir une longueur d'avance, de comprendre comment on fonctionne, comment l'être humain, il est câblé, comment il fonctionne en fait. Ok, ben là j'ai encore envoyé un petit mot. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Si quelqu'un voulait encore prendre la parole ou si c'était ok pour tout le monde. On peut attendre encore un peu. J'ai aussi dit que quand on republiera la vidéo en replay, je peux rajouter aussi le lien ou dans l'événement, je peux rajouter le lien vers ta vidéo de ton blog, Carole. Oui, merci. Donc, Oui. on pourra faire ça.
Oui, alors j'ai eu un gentil message que j'ai lu. Alors, c'est Cornélis qui me dit que c'est une patiente. Alors, comme ça, je ne connais pas le. C'est parce qu'on n'a pas le prénom, peut-être. J'appelle toujours les gens par leur prénom. Je me suis toujours habituée comme ça. J'aime bien. J'appelle toujours les gens par leur prénom. Je les vous vois en général, sauf quand je les connais bien. Mes élèves, je les tutoie. Même mes patients, je leur dis vous, mais je les appelle par leur prénom. Alors, le nom de famille, du coup, je ne sais jamais. Mais c'est quelqu'un de Belgique, sans doute. Oui, Cornélis, à mon avis. Oui. Ça sonne très belge. C'est pas breton comme Aubin. Anne. Anne, d'accord. Oui, de Belgicaire. Oui, Anne, on s'était vu, je crois, dans la jolie maison, là, dans le prieuré, il me semble. On s'est vu plusieurs fois. On revient à d'autres sujets, si ça vous plaît. On avait décidé, je regarde l'heure, il n'est pas trop tard, ça va. On avait dit peut-être on parlerait, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, et c'est des blessures, les 5 blessures de l'âme, on appelle ça, les 5 blessures de Lise Bourbeau. C'est aussi une Québécoise, comme Jacques Martel. Les Québécois, ils sont toujours assez forts. Et les 5 blessures de l'âme qu'on a tous et qui sont constitutives de l'être humain, je vous les présenterai. Et vous verrez comment dans la guérison, quand je travaille sur la guérison et notamment, vous verrez comment ça a un lien avec la maladie, avec les maladies qu'on déploie et comment, pour guérir, il faut trouver la source, la blessure source. Je vous expliquerai ça. Ça vous intéressera peut-être, je crois. C'est un sujet qui est assez puissant, assez profond. Oui. Oui, alors Anne-Sophie, nous aussi, on est impatients de pouvoir déconfiner. Oui. Est-ce que vous aussi, c'est le 11 mai? C'est comme chez nous? Non, ici, ils parlent du... Non, enfin, ils ont mis comme prochaine date, prochaine échéance, le 3 mai, mais bon, avec des décisions pas à pas de déconfinement, on verra bien ce que ça donnera, mais à mon avis, les pays sont quand même assez proches que pour se suivre dans les recommandations, on verra bien. Mais par contre, moi, j'ai vu qu'au niveau des voyages, ils risquaient de pas permettre aux gens de voyager cet été en dehors de la Belgique. Donc, on verra bien. Mais moi, j'aurai le droit de venir en Belgique. Et je crois que oui. On verra. Alors, tu devras rester chez nous. Oui, mais je crois qu'en Europe, à l'intérieur de l'Europe, on a le droit. Oui. Pour que je vienne terminer la formation en Belgique. Il faudra faire ça aussi. Oui. Voilà. Mais donc, merci à vous tous. Merci à tous pour votre participation. Donc, suivez-nous, comme ça vous aurez les dates pour les prochaines conférences. Et merci, Carole, pour ta générosité et ta présence cet après-midi. Avec joie. À très vite. Prenez tous soin de vous. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je sais pas, toi qui active quelque chose, quitter la réunion, quelque chose comme ça. Ouais, je vais faire ça. Ok.